Très heureux de vous retrouver, madame, mesdemoiselles, messieurs, pour ces nouveaux numéros de votre magazine Le Point. Le plaisir est doublé pour moi de recevoir mon invité, avec qui j'ai déjà eu une autre émission ailleurs, dans un autre contexte. Donc, très heureux de vous retrouver sur ces plateaux des B1 magazine Le Point, à Maître Manix Ienda. Merci beaucoup, Monsieur John. C'est un grand plaisir de participer à cet exercice républicain et en même temps démocratique. Parler du Congo, c'est un sacerdoce et je pense que nous allons faire un échange qui va être bénéfique à la population congolaise qui nous suit de partout. Bien. Justement, pour la population qui nous suit de partout, sous peu, votre magazine aura une version radiodiffusée sur B1 FM. Et dans pas longtemps, vous aurez les annonces nécessaires, donc ce qui va permettre certainement à plus de monde de suivre ce magazine devenu culte finalement. Alors, nous allons parler, cette fois-ci, on va faire un focus sur un thème, le Congo d'après, qui est en fait aussi un ouvrage rédigé par un autre avocat, Maître Guy Luando, qui se trouve aujourd'hui membre du gouvernement Sama Lukonde. Et il s'est fait que vous aussi, vous dirigez, on va dire ça comme ça, une structure qui se nomme le Congo d'après. Effectivement, nous avons pris la responsabilité de relayer, de continuer la vision en même temps politique et la vision intégrée, parce que nous avons un travail à faire pour le formatage de la mentalité de la population congolaise. C'est comme ça que nous avons pris la responsabilité de jouer le rôle du transport, le transport des idées qui vient d'un acteur connu, Maître Guy Luando, l'auteur de cet ouvrage Le Congo d'après, nécessité d'un changement de cap post-Covid-19. Nous transmettons ces intelligences vers la tête de Congolais parce que nous avons l'obligation, effectivement, de faire de la population congolaise un véritable capital humain que nous pouvons considérer comme une véritable valeur ajoutée pour le développement de la RDC. Alors, en parlant de cet ouvrage, vous savez, l'auteur, comme il l'a toujours fait, il a toujours donné son temps pour apporter sa contribution pour la construction de cet édifice qui est le Congo. Et l'auteur a fait un très grand constat par rapport à tout le parcours que nous avions réalisé depuis le 30 juin 1960 jusqu'à ce jour. Et l'auteur a réalisé aussi un constat par rapport à cette catastrophe sanitaire la plus nocive, je parle donc de la Covid-19, qui a ravagé notre pays dans tout le secteur de la vie nationale. Et l'auteur a tiré une conclusion selon laquelle le Congo d'aujourd'hui ne peut pas, le Congolais ne peut pas mériter, ne peut plus mériter 60 ans après un Congo que nous avons aujourd'hui. C'est comme cela que nous avons le devoir d'imprimer un Congo de demain qui sera meilleur, un peu comme notre hymne national nous a recommandé, de bâtir tous ensemble un pays plus beau qu'avant. C'est comme ça que nous disons, dans le Congo d'après, il s'agira désormais d'un Congo de la dignité et non de la honte, d'un Congo de solutions et non du problème, un Congo de l'unité et non de la division, Congo de la fraternité, de justice, de travail, Congo de progression. Et ce Congo-là, nous devons l'imprimer avec responsabilité, la responsabilité politique, et nous nous engageons sous la vision de notre autorité de référence, Maître Guy Luando, pour effectivement rendre réel ce Congo d'après, ensemble avec la vision du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La question qui me vient à l'idée, à l'esprit, c'est est-ce que vous ne risquez pas de tomber aussi dans un culte des personnalités? Et déjà, vous faites un focus sur Maître Guy Luando. Non, pas du tout. Vous savez, on dit que le grand esprit parle des individus. Disons, de petits esprits parlent des individus, de grands esprits parlent des idées. Je suis venu, et nous avons d'ailleurs comme instrument de base qui guide notre action politique, c'est cet ouvrage, considéré comme outil de travail, parce que dans cet ouvrage, il y a des grandes idées que nous proposons à la République, que nous proposons à la population congolaise. On ne s'accroche pas au culte de personnalité, on ne fait pas la politique paroissiale autour d'un nom de Guy Luando, mais seulement on peut souffrir un tout petit peu parce qu'on ne peut pas parler de cette œuvre
sans parler de l'auteur. C'est comme ça qu'à tout bout de champ, je reviendrai en citant l'auteur parce qu'il s'agit de ces idées que nous mettons en valeur. Et donc, rien de plus, rien de culte de personnalité, rien de pouvoir faire l'apologie d'un acteur ici sur ce plateau, parce que nous vendons d'abord les idées, rien que les idées. Parce que nous disons, dans le Congo d'après, c'est le Congo de l'action. Le Congo d'après, ce n'est pas le Congo de discours. Nous allons en parler, mais juste une observation. Des critiques disent que Maître Guy Londo est parmi ceux qui ont fait la transhumance politique, qui ont quitté un camp pour aller vers un autre. Est-ce que cela rassure quant à la crédibilité du personnage? Il s'agit de quel camp? Vous parlez de quel camp? Je parle de l'ancien FCC. Pas du tout. Guy Londo n'a jamais été membre du Front commun pour le Congo, moins encore membre du PPRD en tant que parti politique. Référez-vous à l'histoire politique de notre pays, c'est d'ailleurs récent. Guy Londo, en tant qu'acteur politique, il s'est engagé, il a considéré la réalité politique comme une responsabilité, parce que nous avons une autre conception de faire la politique. Pour nous, la politique, c'est le fait d'accepter la responsabilité de pouvoir répondre aux problèmes de Congolais. Et celui-là a choisi ce chemin-là, de pouvoir apporter, tant soit peu, sa pierre d'édifice pour la construction du Congo. Et il a commencé par la fondation Ouidal, à travers laquelle nous avons fait autant d'actions sociales, tant sur le plan de l'éducation que sur le plan de la santé, la formation professionnelle, l'emploi, l'environnement, l'infrastructure, et j'en passe. Et nous avons contribué sensiblement dans le processus du changement de la RDC. Et le peuple congolais est témoin de toutes les actions de ces vaillants Congolais épris d'un amour inconditionnel pour sa patrie. Et au-delà de cela, il a dit non, il faudrait maintenant entrer dans la responsabilité étatique pour assumer de grandes fonctions, porter le mandat national afin de représenter valablement le peuple congolais. C'est comme ça qu'il s'est permis d'aller participer à ces jeux démocratiques, et par conséquent, il a été élu comme sénateur par le député provinciaux de la Tchouapa qui se sont décidés à jeter le dévolu sur ces vaillants congolais nommés au nom de Guy Loando Mboyo. Et il a porté son mandat et il a fait son travail en tant que sénateur. Mais attention, il a été sénateur non pas dans la liste du PPRD, moins encore du Front commun pour le Congo. Guy Loando a été sénateur indépendant et donc par conséquent, il n'a jamais été ballotté au gré de vague d'un parti ou regroupement politique. Ah bon, la seule formation. Mais je vous dis franchement, vous ne pouvez peut-être pas me dire qu'il y a des archives au sein du parti, le PPRD, avec non, je parle du Sénat, la carte où ses accointances étaient connues quand même. Non, mais on ne peut pas parler des accointances simplement. La politique, c'est une question des responsabilités, d'engagement. Lorsqu'on vient dans un parti politique, on s'engage comme tel. Et je vous le dis avec affirmation, Guy Loando n'a jamais été membre du Front commun pour le Congo, moins encore du PPRD. C'est un Congolais qui a fait son travail et qui continue à faire son travail. Parce que la plus grande vision de cet homme, de ces citoyens congolais, Maître Guy Loando Mboyo, se résume dans la légende du colibri. Vous savez, le colibri, c'est un petit oiseau, l'oiseau le plus petit du monde. Mais lorsqu'il y avait un feu qui ravageait la forêt, pendant que les gros animaux fouillaient, le colibri, lui, réfléchissait à sa manière. Il allait vers la rivière prendre la gouttelette d'eau avec son petit bec pour éteindre le feu. Eh bien, vous nous en direz autant, maître. Mais revenons d'abord sur le Congo d'après. Vous nous en direz autant. Revenons sur le Congo d'après, parce que bon, on veut parler des idées. Nous voulions simplement voir quel était le profil de l'auteur de ces idées. C'est quoi le Congo d'après? Le Congo d'après, si en résumé, maintenant. En résumé, le Congo d'après, c'est le Congo des responsabilités. C'est le Congo de l'action. Congo ya Mosala, Congo ya Mbongwana, Congo ya Bisoba. Et il commence quand? Le Congo d'après? Oui. Non, mais le Congo d'après... Après 2023? Non, mais pas du tout. Le Congo d'après, c'est le constat que nous avions fait et le fait d'accepter de nous engager pour un changement réel. C'est comme ça que même l'intitulé de l'ouvrage, c'est bien le Congo d'après, nécessité d'un changement de cap post-Covid-19. L'auteur n'a fait que de... Pourquoi post-Covid? C'est le Covid-19 ou la Covid-19 n'était simplement qu'une occurrence. On ne peut pas dire qu'on peut en faire un projet politique. Non, mais pas du tout. Pas du tout. C'est bien le cas, là. Vous savez, en tant qu'acteur politique, c'est ça qu'on en a même vu avec les autres pays, notamment le pays de l'Europe, la France, lorsque la Covid-19 est venue. Il y a eu d'office une compétition accrue des intelligences
pour voir comment est-ce que nous pouvons apporter des solutions par rapport à la Covid-19. Ouais. En France, ailleurs, il y a eu des auteurs qui ont écrit sur la Covid-19. Et nous avons eu le privilège d'avoir un Congolais qui a écrit sur les réalités par rapport à la Covid-19. Comment est-ce que nous devons gérer le Congo après cette catastrophe qui nous a ravagés pratiquement dans tout le secteur de la vie nationale. C'est grâce à la Covid. Et pour cela, il fallait remonter au déluge, 1960, je vous ai entendu parler. Non, l'auteur simplement a fait un constat. Lui, et d'ailleurs, il nous soumet à un exercice de faire un choix judicieux. Le choix entre l'action de transformation de l'État ou l'inanition de l'État. Nous devons choisir. Et lui a choisi, ça me rappelle effectivement, le professeur Évariste Bochab. Lui a choisi de sauver le Congo, et le meilleur moyen pour sauver le Congo, c'est de proposer des idées qui seront accompagnées avec des actions, des responsabilités. C'est comme cela que l'auteur a écrit cet ouvrage. Et dans cet ouvrage, vous allez vous rendre compte, j'ai d'ailleurs aimé ce qu'il a indiqué dans le prologue même, et de son raisonnement dans le contenu de cet ouvrage. L'auteur a dit, oui, certes, nous avions connu cette catastrophe sanitaire. Oui, certes, la Covid-19 nous a fragilisés. Oui, nous avons été exposés dans la faiblesse de notre pays sur le plan économique, sur le plan social, mais nous devons considérer cette faiblesse, cette situation comme des opportunités pour transformer notre pays. Opter pour une nouvelle orientation, opter pour un chemin pour effectivement canaliser les pays vers la prospérité. C'est comme cela que nous devons bien réfléchir, parce qu'aujourd'hui, nous avons la Covid-19. Demain, on ne sait pas quelle sera la crise sanitaire qui viendra demain. Vous savez, on dit mieux vaut prévenir que guérir. On nous dit encore en politique que gouverner, c'est prévoir. Et donc, nous ne pouvons pas rester dans une sorte d'impréparation éternelle. Regardez sur le plan économique. C'est grâce à la Covid qu'on s'est rendu compte que le Congo n'a pas assez de moyens, ne serait-ce que pour prendre en charge le personnel soignant de la Covid-19. C'est grâce à la Covid qu'on s'est rendu compte qu'on était même incapable, ne serait-ce que d'acheter les réanimateurs pour subvenir effectivement au cas d'urgence de personnes qui étaient atteintes de la Covid-19. C'est grâce à la Covid-19 qu'on s'est rendu compte que le Congo n'a pas assez de capacités pour pouvoir protéger sa population lorsqu'on confine la population pendant 2, 3, 4, 5 jours. Vous avez vu comment est-ce que les entreprises publiques, autant privées de l'État, qui travaillent en collaboration avec l'État, sont en berne simplement parce que la Covid a fragilisé. Là où on pouvait puiser au travers de nos ressources financières traditionnelles, les taxes et impôts, les choses ne marchaient pas parce qu'il y avait cet ennemi invisible qu'on appelle Covid-19. C'est comme ça qu'aujourd'hui, l'auteur nous a dit, effectivement, oui, la Covid est venue, mais sur le plan économique, au lieu de rester seulement indélébilement attaché sur ce qu'on a toujours utilisé comme terme, concept le plus usagé par les économistes et acteurs politiques, la relance économique, nous pouvons réinventer notre système économique. Adapter. En faisant quoi? En créant justement de nouveaux paradigmes économiques. On ne peut plus, depuis le 30 juin 1960, et continuer il a proposé avec des cas pratiques. Non, mais il a proposé des cas. Il a proposé des cas le plus précis. Et d'ailleurs, l'auteur nous a proposé un modèle d'économie, un modèle du développement économique endogène. Oui. Parce que nous ne pouvons plus continuer avec ces modèles d'économie extravertis où le pays, le Congo, dépend toujours de l'extérieur. On produit, on consomme, on ne produit pas, on consomme, et on reçoit tout de l'extérieur. Alors qu'aujourd'hui, concrètement, non, mais l'auteur nous a demandé, il a recommandé aux dirigeants congolais la possibilité d'accès aux leviers économiques en mettant en place la possibilité d'industrialiser nos propres circuits économiques. Nous devons avoir nos propres industries afin de subvenir aux besoins de plusieurs Congolais. L'auteur n'a pas seulement parlé sur l'aspect économique, l'auteur aussi a fait un grand constat sur le domaine de la santé. D'ailleurs, il considère la santé comme étant une priorité de priorité. L'auteur nous recommande de considérer la santé comme au cœur de politique publique de l'État, parce que la santé, c'est tout. Vous vous souviendrez lorsque le président de la République avait pris le pouvoir, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quel a été les décors qu'il avait plantés? C'était le peuple d'abord. Le peuple d'abord veut dire considérer l'homme congolais au centre de tout. Et le président de la République avait placé ses piliers sur la bonne gouvernance, la croissance économique durable, la création d'une société solidaire avec des valeurs de solidarité, convivialité et concorde nationale. Et le président de la République a chuté en disant l'homme congolais est la priorité des priorités. Et pour prioriser l'homme congolais, cela ne peut que passer par la considération du secteur de la santé, et il faut vraiment le faire. Et au-delà de cela, l'auteur nous demande encore de considérer le domaine du savoir. Vous savez, le savoir, c'est le seul pouvoir qui donne la vraie liberté. C'est grâce à la Covid-19
on a senti une sorte de compétition d'intelligence parce qu'il y avait des spécialistes qui venaient ça et là proposer comment est-ce qu'on peut endiguer cette pandémie de Covid-19. On a entendu parler des Mana Covid, il y a eu le docteur Mouniangui, il y a eu le docteur Jean-Jacques Mouyembe. Cette compétition-là voudrait tout simplement nous dire que, voilà, dans le Congo d'après, nous devons considérer le domaine de la recherche scientifique. Et donc, il faudrait que l'État alloue un accompagnement budgétaire conséquent pour appuyer les secteurs de la recherche scientifique. C'est comme ça que lui-même, en tant que sénateur, il a proposé une loi sur la recherche scientifique et l'innovation technologique. Est-ce que l'auteur a parlé de la politique après Covid? Parce qu'il doit savoir pertinemment que dans un pays comme le nôtre, qui fonctionne un peu à l'envers, la politique tient les restes en laisse. Alors, si on ne la maîtrise pas, elle vous maîtrise. Les restes là vont devenir dérisoires. Parce que les enjeux personnels et politiques priment sur tout le reste. Bien sûr que oui. Vous savez, cet ouvrage a été conçu d'abord dans un contexte plus précis, celui de la Covid-19. Mais en tant qu'acteur politique, Guy Luando reste le dépositaire des valeurs républicaines. Et c'est même la raison pour laquelle, cette fois-ci, bien que dans le temps, comme je vous ai dit au prologue de mon intervention, il n'a jamais été membre d'un regroupement ou parti politique. Mais aujourd'hui, après avoir entendu le chef de l'État, il a accepté d'adhérer à la vision de l'union sacrée, parce qu'il s'agit d'une vision sacrée, proposée par une institution sacrée, parce qu'il s'agit du président de la République, prêtant serment devant le peuple et devant Dieu, ce qui justifie la sacralité du président de la République. Et Guy Luando, effectivement, a choisi le chemin de l'union sacrée de la nation, parce qu'il y a des valeurs à partager dans ce cadre-là qui réunit les Congolais, non pas seulement pour torpiller le bien public de l'État, mais pour réfléchir comment est-ce qu'on doit résoudre le problème de la population congolaise. C'est comme cela qu'il a choisi ce chemin-là. Et donc, il reste attaché au credo, aux valeurs, conducteurs, régulateurs de la société. Et d'ailleurs, il nous a même parlé, il nous a doigté les doigts, nous en tant que jeunes, parce que Guy Luando, c'est un jeune, c'est l'exemplarité d'une jeunesse que nous devons aujourd'hui soutenir. Il a parlé de l'assistanat de la jeunesse. La jeunesse ne doit plus continuer à faire cette politique des mains tendues. Il faut un peu plus de responsabilité. La jeunesse est déjà responsabilité. impliquée dans ce pays depuis très longtemps, vous devez le savoir, Maître Manix Iyenda, parce qu'on a eu un chef d'État à 29 ans, donc ce n'est pas peu de choses. Alors, cela dit, est-ce qu'aujourd'hui, le Congo d'après ne va-t-il pas se fondre dans cette mer agitée qu'est devenue aujourd'hui l'Union sacrée? Pas du tout. Parce que nous nous sommes organisés, au-delà de ce livre qui est Congo d'après. Il y a toute une organisation portant le même concept, le Congo d'après, dont je dirige en tant que coordonnateur national. Parlons-en. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi nous avons jugé bon de mettre en place cette structure? Justement, c'est pour, comme je vous ai dit au début, pour jouer le rôle de transport des idées vers un individu, d'un individu vers le Congolais, pour que le Congolais comprenne cette idée. Et nous qui sommes autour de cet acteur politique que nous considérons comme l'autorité archétypale de notre formation politique, nous, les jeunes qui sont autour de Maître Guy Luando, nous constituons un personnel politique très important. Et ces personnels doivent être formés. C'est comme ça que nous avons opté la stratégie des ramifications souterraines. Nous formons d'abord notre personnel politique au travers des valeurs dégagées à travers cet ouvrage. Et en même temps, dans le cadre de notre organisation, le Congo d'après, on organise des séries d'activités d'entretien avec la population congolaise. Nous étions la fois Là, passée... ce n'est plus le Congo d'après Covid, mais peut-être le Congo d'après 2023. Non, mais pourquoi vous parlez de Congo après 2023? Mais oui, parce que, alors que nous devons... je sais que les acteurs politiques en République démocratique du Congo, ce n'est pas des enfants des cœurs. Et nous sommes dans une phase préélectorale et tout concourt au bien de celui qui va se faire élire. Et donc, il ne faut pas se tromper là-dessus. Non, vous savez, nous ne faisons pas la politique pour des raisons électorales. Sinon, on pouvait bien attendre... Vous, personnellement, ou vous parlez de votre... Non, mais quand je parle de nous, je parle de mon mentor, et je parle de moi, parce que nous partageons pratiquement la même vision. Guy Luando ne fait pas la politique pour des raisons électorales. Sinon, il allait bien attendre que 2023, ou la veille de 2023, pour poser toutes les actions. Mais ce n'est pas en tant que sénateur qu'il pouvait changer les choses. Parce qu'on connaît très bien ce que vaut la Chambre, la Chambre haute,
dans la démocratie semi-parlementaire qui est la nôtre. Donc, j'ai du mal à vous croire. Monsieur John, vous savez, nous devons quand même éviter de prêter des intentions à certains individus. Nous sommes dans un champ d'intérêt et donc on ne peut pas prendre les gens sur parole. Non, mais ce qui est malheureux, au Congo, on se rend compte que les Congolais n'ont pas le courage de soutenir des personnes ou les personnes qui font ou qui posent des actions positives pour la nation. Peut-être parce qu'ils avaient déjà soutenu et qu'ils sont blasés aujourd'hui, totalement déçus. Non, mais est-ce que vous savez, j'ai été une fois dans l'un des plateaux de télévision ici à Kinshasa. On parlait de poids politique. Il y a un journaliste qui me pose la question, qu'est-ce que Guy Luando représente en termes de poids politique? Encore un autre stéréotype le plus négatif qu'on nous a incrusté dans la tête et que nous restons avec. Qui vous dit que quand on parle de poids politique, c'est être dans un parti, entre guillemets, le plus populaire ou encore avoir autant de députés dans une formation politique? Moi, je dis, et nous disons, que le poids politique pour un acteur politique, c'est le fait d'avoir la capacité de répondre aux problèmes de plusieurs Congolais. Et Guy Luando a fait preuve de cette capacité. Vous ne pouvez peut-être pas imaginer en termes d'ampleur. Non, je n'ai pas posé la question, heureusement pour moi. Que les actions de ce monsieur a pu apporter comme effet. Je sais ce qu'il vaut, effectivement. C'est un Congolais que nous devons soutenir et non décourager. Voilà pourquoi je n'ai pas posé cette question. Mais toutefois, je voudrais quand même que vous reveniez maintenant à nous expliquer comment il y a eu la connexion entre l'ouvrage Le Congo d'après et aujourd'hui cette plateforme que vous dirigez et comment fonctionne-t-elle et quelles sont ses ambitions finalement. Comme je vous ai dit, nous sommes d'abord et essentiellement un cadre de change. Il est vrai, nous sommes une structure, mais elle n'est pas comparée, attention, avec les ASBEL que nous voyons aujourd'hui ou le mouvement citoyen. Le Congo d'après est d'abord et avant tout un réceptacle des idées, c'est-à-dire un cadre qui réunit le Congolais et Congolaises autour de grandes idées pour bâtir un Congo fort. C'est comme cela que nous avons porté cette responsabilité, de relayer les messages qui ont été présenté dans le cadre de ce contenu de cet ouvrage, Le Congo d'après, nécessité d'un changement de cap post-Covid-19. Parce que nous estimons qu'il est quand même important que le Congolais soit au courant de ces idées proposées par l'auteur, Maître Guy Luando Mboyo. C'est comme ça qu'on a commencé par une série d'activités, je suis même en train de dire cela au début de mon intervention, avec les étudiants des universités de Kinshasa. On a organisé une conférence d'entretien avec les étudiants de l'Université de Kinshasa. On continue avec l'UPC, UCC, UPN, et on va aller comme ça. Et dans notre structure, nous avons créé des démembrements au sein de la structure, qu'on appelle pratiquement de clubs Congo d'après. On a des clubs de province où il y aura des réflexions, effectivement, par rapport à la réalité de chaque province. C'est-à-dire, les ressortissants de Katanga vont se retrouver autour des questions, autour de points, autour d'un débat qui engage les réalités du Katanga, parce que dans le Congo d'après, les provinces ne sont pas exclues du tout. Nous avons le club qu'on appelle le club des élites. Là, on regroupe les spécialistes des domaines, les juristes, les économistes, les journalistes, les hommes d'affaires, les entrepreneurs, etc. Parce que nous devons réfléchir ensemble, nous devons créer des hypothèses, des solutions, afin d'apporter notre pierre de contribution dans l'édifice qui est le Congo. Il y a le club des universités, je vous ai parlé des universités. On crée le club dans chaque université de Kinshasa pour effectivement véhiculer ces grands messages. Et enfin, nous avons aussi un club des communicateurs, de gens qui seront d'abord formés et après, ils auront la dextérité de pouvoir transmettre le message concernant la vision de notre autorité des références, Maître Guy Luando, et même le contenu de cet ouvrage, Le Congo d'après, nécessité d'un changement de cap Covid-19. Et donc, nous restons dans un travail de formation, dans un travail d'encadrement, dans un travail de véhiculer, d'évangéliser les valeurs républicaines, les valeurs sur le Congo d'après. Parce que c'est important. Vous vous souviendrez que l'homme, au-delà de la santé physique qu'il a, au-delà de la santé spirituelle qu'il a, l'homme a aussi besoin, effectivement, d'un savoir qui doit nourrir son âme, qui doit nourrir son esprit. Et cela nécessite effectivement qu'il y ait des activités comme celle-là pour incruster les valeurs du Congo d'après dans la tête de chaque Congolais. C'est par là qu'on va poser des actions encadrées, des actions orientées et des actions qui auront des effets très positifs pour le devenir de notre Congo. Je peux me tromper, mais je ne sais pas, tout de suite quand vous en parlez,
ça m'a rappelé un concept du genre qui était la France en marche. Et il y avait des marcheurs, et puis un monsieur qui s'est retrouvé chef de l'État. Je parle d'Emmanuel Macron. J'ai l'impression qu'avec vous, la plus grande responsabilité pour poser des actions ou pour apporter sa contribution dans ce pays, c'est simplement devenir président de la République. Oui, absolument. Mais Moi, c'est le poste où vous pouvez influencer durablement la vie de la société. Non, mais vous savez, nous sommes avant tout une nation. Si nous sommes une nation, c'est parce qu'il y a un peuple qu'on appelle le peuple congolais. Oui. Et en parlant de peuple congolais, s'il vous plaît, il y a un élément très déterminant qu'on appelle le vouloir vivre collectif. Nous avons opté pour le choix de la contribution d'un colibri. Il s'agit d'un petit oiseau qui apporte sa contribution, tant soit peu. L'essentiel, ce n'est pas seulement d'avoir forcément Guy Luando à la tête du pays. L'essentiel, c'est d'avoir un Guy Luando qui apporte sa contribution pour l'avancement du Congo. Monsieur John fera autant, moi je ferai la même chose, et ainsi de suite. C'est cela le plus important, parce que ce que nous cherchons, c'est le changement de la RDC. Nous avions connu combien de présidents de la République dans ce pays? Et s'il nous faudrait vraiment faire un bilan par rapport aux actions de chaque président, on va se rendre compte que l'action seule du président de la République ne suffit pas. Parce que nous sommes un peuple, nous devons conjuguer nos efforts ensemble. Le président de la République a besoin de soutien de tout le monde. Il en a même dit que chaque Congolais exerce une influence dans son domaine d'action. Vous êtes leader dans un quartier, exercez votre leadership en tant que leader local et apportez des changements dans l'entité dans laquelle vous vous retrouvez. C'est cela le changement que nous voulons imprimer pour le Congo de demain, pour le Congo d'après. Ce n'est pas seulement à tout prix vouloir briguer la fonction du président de la République tout en pensant que nous allons créer du changement. Il n'y a aucun mal à cela du reste. Pas du tout. Je peux vous rassurer, il n'y a pas de mauvaises intentions, il n'y a pas des ambitions. Non, je dis qu'il n'y a aucun mal à briguer la fonction de... Il n'y a aucun mal, il n'y a aucun mal. C'est une responsabilité de l'État. Autant que nous pouvons l'assumer en tant que président de la République, nous pouvons aussi assumer cette même responsabilité en tant que chef du quartier. On a l'impression de négliger la base, alors que c'est la base qui est considérée comme la plus importante. C'est comme ça que le Congo ne marche pas, parce que nous devons... Donc le Congo d'Afrique n'a rien à voir avec la France en marche, hein, ou bien il y a des similitudes. Hein. Congo d'après, c'est juste la responsabilité des hommes et femmes qui se sont décidés de créer un autre Congo avec de nouveaux paradigmes, le paradigme du changement. Et nous croyons que ce Congo sera possible. Et comment vous faites pour pouvoir vous déployer? Parce que là, j'ai compris que c'est une machine qui couvre pratiquement tous les pays là aujourd'hui. Tout à fait. Effectivement, nous sommes toute une grande machine. Comme je vous ai dit, nous sommes en train de travailler d'abord dans la formation de notre personnel politique. On organise des ateliers de formation autour de cet ouvrage, des conférences, des entretiens autour de cet ouvrage, parce que ce qui est beaucoup plus important, il faudrait d'abord que ceux qui constituent la ceinture, soit le bureau politique si vous voulez, et cet acteur politique, Maître Guy Luando, comprennent les béabas, les méandres, les vrais contenus de cet ouvrage, le Congo d'après. C'est par là que nous aurons, parce que nous ne visons pas seulement d'être acteurs politiques un peu à la manière la plus politicienne comme on voit aujourd'hui, mais nous voulons créer des vrais hommes d'État, des gens qui seront capables de porter la responsabilité étatique et de le faire à bon escient, de le faire proprement, sans antivaleur, sans rater, de le faire avec beaucoup de responsabilités. C'est comme cela que nous nous sommes engagés aux côtés d'un acteur que nous considérons comme un modèle de référence pour la jeunesse congolaise. Et je crois qu'il y aura un moment, vous allez détecter cette génération autour de Guy Luando, non seulement à travers un nom, mais plutôt à travers leur comportement et leurs actes posés, parce que nous sommes en train de faire un travail. Vous voulez créer un homme nouveau? Un vent nouveau, mais aussi un homme nouveau, pourquoi pas. Et vous le faites avec quel moyen? Le moyen de bord. Ah, ok. Nos cotisations, nos contributions. Nous sommes un collectif, nous sommes une force collective. Nous avons financé autant de projets de jeunes à une bagatelle de 5 000, 10 000, 20 000 dollars, simplement parce que nous sommes une conjugaison des efforts. Il y a des gens qui ont cru à la vision de Guy Luando Mboyo. Ces gens se sont décidés à mettre la main dans la poche pour pouvoir accompagner certains projets de jeunes qui se sont engagés à pouvoir apporter un changement pour l'air. Et les changements, il viendra comment? Vous voulez créer une masse critique, une population plus consciente, ou bien ça sera
en agissant sur les leviers institutionnels. Vous savez, cet ouvrage, Le Congo d'après, a une portée à double casquette, parce que nous considérons cet ouvrage d'abord comme un instrument de gestion que les dirigeants de notre pays devraient utiliser pour sauver le Congo ou faire sortir le Congo de ses bourbiers et des désespoirs. Sérieusement? Ça, c'est un instrument. Sérieusement? Et notre gouvernement, parce que vous savez, si seulement on essaye de chiffrer tout ce qui est dit dans cet ouvrage, effectivement, cet ouvrage deviendra un programme de gouvernement. Il y a des grandes idées, prenez le temps de le lire, vous allez vous rendre compte que l'auteur a touché des secteurs les plus sensibles pour le développement d'un pays. Et en même temps... Si je dis que l'auteur aurait dû être Premier ministre, vous allez dire que j'ai fait de la provocation. Non, mais pourquoi? Moi, je n'appelle pas ça provocation. S'il est devenu Premier ministre, ce serait une bonne chose, nous disons. Gloire à Dieu. Voilà. Gloire à Dieu, parce que, en fait, l'essentiel, c'est de vous dire que Guy Luando n'est pas là pour chercher le poste politique. Guy Luando est bien prêt, il reste et demeure le serviteur du peuple congolais. Donc, il est prêt à remplir sa tâche dans n'importe quel degré de responsabilité qu'on pourra le confier. Revenons, dans ce que je disais, au-delà du fait que... Revenons maintenant, la question que je vous ai posée, c'est comment est-ce que vous comptez changer le Congo? C'est en créant une masse critique des citoyens responsables qui vont interpeller les acteurs politiques ou bien en agissant de l'intérieur sur les institutions. Je vous ai parlé de double degré de responsabilité. D'une part, on parle des autorités officielles de l'État et de l'autre côté, le Congo d'après, c'est un sens des responsabilités, c'est un rappel au patriotisme du peuple congolais. C'est un rappel. Qui rappelle à qui? Non, mais c'est un citoyen, l'auteur de cet ouvrage, qui regarde le danger de loin. Et il dit, Congolais, voilà, nous avons la responsabilité de nous comporter de cette manière. C'est comme ça que nous disons que le Congo d'après, je le répète tout le temps, ce n'est plus le Congo de discours, c'est le Congo de l'action. Et le moment le plus propice pour agir, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Nous devons agir maintenant pour impacter un changement réel dans notre pays parce que le Congolais en a quand même besoin, parce que nous avons tant souffert. Alors, qui est membre du Congo d'après? Tous les amoureux du Congo, tous les passionnés du Congo. Mais ça fait quand même un très large éventail quand même. Non mais pourquoi pas? Parce qu'il s'agit du Congo. Et quand on parle du Congo, ça concerne le Congolais. Le Congo d'après, c'est l'affaire de tout le monde. Là, on ne regarde pas les tendances politiques, les clivages politiciens. Vous êtes membre du Congo d'après. Parce que vous avez des idées à proposer pour la République. Parce que vous avez des contributions et vous avez de l'énergie de pouvoir s'engager afin d'impacter notre société de demain. Vous êtes membre du Congo d'après. Et donc, nous véhiculons ces messages auprès de tout le monde et nous avons besoin de gens de venir, qu'on se mette ensemble afin de voir comment est-ce que nous allons rendre le Congo d'après une réalité vécue. Quel est aujourd'hui le feedback que vous avez de la part de la population qui reçoit ces messages? Il y a eu beaucoup de questionnements, il y a toute une panoplie de questions, surtout avec les étudiants. Lorsque nous avons parlé du Congo d'après, les étudiants étaient d'abord surpris parce que nous avons scindé notre activité à deux parties. La première partie était consacrée sur la présentation de l'auteur et ses actions. Parce que comme on parle du Congo d'après comme Congo de l'action, il était quand même important de faire une trajectoire historique de toutes les actions réalisées dans le cadre de la Fondation Ouidal par Guy Luando en tant qu'initiateur de cette fondation. Nous l'avons fait et les étudiants étaient surpris, très surpris de voir un Congolais qui met ses moyens, non seulement pour l'intérêt de sa famille, mais pour l'intérêt du peuple congolais. Et donc, les étudiants étaient restés dans l'optique de pouvoir encourager cet acteur politique de maintenir cet élan de la contribution pour la patrie et non de le faire simplement pour un intérêt politique et que cette flamme d'action s'arrête quelque part. Et donc, ça, ce sont des observations que nous avons reçues de la part des étudiants. Il y a beaucoup de gens qui apprécient même le thème seulement, le Congo d'après, parce que les gens sont fatigués du Congo d'aujourd'hui. Les gens sont fatigués de tout ce que nous avons vécu, ou nous avions vécu dans le temps, jusqu'aujourd'hui. Les gens veulent un nouveau Congo avec des nouveaux acteurs, avec des nouveaux animateurs. Aujourd'hui, si on essaye de dire aux Congolais, de dire un mot par rapport aux médias d'aujourd'hui, comparablement aux médias que nous voulons imprimer demain, je crois que les Congolais voudront bien un autre média que le média d'aujourd'hui. Si nous prenons même dans le secteur économique, nous regardons notre économie, nous disons aux Congolais, voulez-vous de l'économie que nous avons aujourd'hui par rapport à celle de demain? Le Congolais a bien cette soif de voir un autre changement, un autre modèle de gouvernance,
un autre type d'homme, un autre type d'acteurs politiques. Et d'ailleurs, les Congolais veulent bien des hommes d'État que des acteurs politiques qui restent attachés aux intérêts partisans et gloutons même, qui sont au détriment de cette population. Et donc, nous voulons tous le Congo d'après. Est-ce que vous pensez que l'Union sacrée préfigure les Congos d'après? Je pense oui, parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la philosophie politique qui s'y attache dans cette valeur de l'Union sacrée de la nation. Moi, je l'ai toujours dit, dans l'Union sacrée de la nation, il s'agit d'une tridimensionnalité des valeurs. Parce qu'on parle de l'Union, ce sont des valeurs de l'unité, des convivialités, des fraternités et des solidarités nationales. Du reste, ce sont des valeurs consenties dans le préambule de notre Constitution. On parle de la sacralité. Il s'agit de quelle sacralité? Il s'agit du président de la République comme première institution du pays, et donc le président est sacré. C'est dans ce cadre-là qu'il a convoqué ces cadres de consultation nationale pour entendre n'importe qui afin de voir comment est-ce qu'on peut faire sortir le Congo de cette situation chaotique. Mais il s'agit encore de quelle sacralité? Il s'agit de la sacralité du peuple congolais. Le peuple demeure sacré. Et enfin, on parle de la nation. Si on parle de la nation, c'est parce que nous sommes un peuple. Et si nous sommes un peuple, c'est parce que nous devons partager des intérêts communs, ce qu'on appelle le vouloir vivre collectif. Et donc, c'est tout cela qui constitue la philosophie qui a guidé le président de la République dans le cadre de cette union sacrée de la nation. Et le président de la République a posé des valeurs, a posé des credos, a posé des principes régulateurs de cette grande idée. Et ces valeurs se reposent effectivement sur le pilier, par exemple, de la lutte contre l'impunité, la gabegie financière, la concussion, les détournements des deniers publics. C'est comme ça que le président de la République fait de ce champ de la justice son cheval de bataille, parce que dans le Congo d'après, il faudrait que ce soit un Congo où la population congolaise va devoir bénéficier de la richesse de notre pays. Le président de la République, vous avez vu sa tournée diplomatique lorsqu'il a vendu le tarif des valeurs de notre pays. Il a rappelé à certains États partenaires et à toutes les institutions de Bretton Woods ce que représente le Congo en termes de potentialité. Il a fallu que le président Tshisekedi dise à ce gens-là que le Congo a plus de 80 millions d'hectares de terres arables capables d'alimenter toute l'Afrique en termes de 2 milliards de citoyens africains. Il a fallu rappeler à ces gens-là que nous avons une capacité en termes d'énergie de plus de 106 mégawatts, capable d'alimenter toute l'Afrique. Mais maître, est-ce que vous Il a fallu rappeler à ces gens-là que nous avons le sol et sous-sol riche. Oui. Est-ce qu'il n'est pas temps que le président de la République, pour le bien du Congo d'après, puisse passer de la parole à l'acte aujourd'hui? Il n'y a pas plus tard que hier, aujourd'hui, nous sommes le 22 juin, et donc pas plus tard qu'hier, les clergés, en fait les archevêques, les évêques plutôt, catholiques réunis dans la Senco qui ont fait une sortie médiatique qui stigmatise aujourd'hui pas mal de dérives dans les chefs de cette union sacrée de la nation, Congo d'après, entre autres dans le domaine de la justice, dans le domaine des liaisons sociales, la sécurité. On a l'impression qu'on a pris les mêmes. On a juste changé les acteurs, mais les jeux demeuraient les mêmes dans ce pays-ci. C'est à s'arracher les cheveux. Non, mais je ne pense pas que vous et moi, nous sommes amnésiques pour oublier le bienfait de M. Tshisekedi, ne serait-ce qu'à l'entame de son pouvoir. Nous ne sommes pas amnésiques pour oublier aussi plus vite que ça tout ce qui s'est fait aujourd'hui en termes de la consolidation d'un état de droit. C'est qu'on voit aujourd'hui l'arrestation de tous les détourneurs de deniers publics. Ce n'est pas des choses qu'on a vécues il y a 10 ans ou 5 ans passés. Pas du tout. Ça s'appelle le changement. Mais ce changement est processuel. Parce qu'il y a eu une mentalité qui s'est installée et il y a un comportement qui s'est installé dans l'agir des acteurs politiques congolais. Il faudrait déboulonner ces systèmes. Il faudrait changer la mentalité de l'homme politique congolais afin de nous migrer tous vers un Congo de changement. Vous avez vu comment est-ce que nous avons géré le pays sous la miséricorde politique accordée à nos frères et sœurs du Front commun pour le Congo. Mais malheureusement, ces gens-là n'ont pas su saisir cette opportunité pour le changement de la... Ce qui se fait actuellement est différent de ce qu'eux ils faisaient. Les 500 jeeps offertes aux députés nationaux alors que la population galère, il y a un problème. Monsieur John, vous savez, nous faisons la politique parce que nous
envisageons être porteurs des charges de notre population et non faire la politique parce que l'on est épileptique d'un sentiment qui vient d'un regroupement X ou Y, simplement parce qu'on a été stigmatisé par un groupe d'individus qui veulent à tout prix parler du mal du président de la République ou encore de sa propre famille politique. Beaucoup de gens qui disaient, Félix Tshisekedi, quand est-ce que tu te rendras dans la partie est du pays? Aujourd'hui, le président est à l'est, on n'en parle pas. Et donc, il y a des gens haineux, cyniques, narcissiques, qui se sont engagés à ne pouvoir que brandir le côté négatif. Non, pas du tout. Nous n'allons pas gagner avec ce Congo si nous optons pour le chemin de clivage, le chemin de la division. Cette histoire de Jeep reste de simples spéculations, des faits qui résultent justement des émotions liées aux réseaux sociaux, et à la haine de certains acteurs politiques. Je vais vous poser quelques petites questions. Si on parle d'un don des Jeep, alors moi je me dis, c'est lui qui fait les dons et c'est lui qui reçoit le don, qui commet le péché. Une deuxième question, est-ce que vous avez déjà vu une famille, un regroupement, un ensemble de personnes qui vivent ensemble sans la convivialité, sans la fraternité, sans la solidarité? Pourquoi les gens ne veulent pas que le président de la République reste solidaire avec les députés qui ont cru? Il ne s'agit pas de députés avec l'argent de l'État? Non, mais on n'a pas utilisé l'argent de l'État. Bon, Tshisekedi n'a pas utilisé l'argent de l'État. Tshisekedi reste le premier citoyen qui s'est décidé à s'engager. Il a utilisé l'argent des députés eux-mêmes. Non, mais cette histoire de Jeep, je répète, ce n'est qu'une spéculation. Moi, je ne peux pas prendre mon temps pour parler de choses qui sont dépourvues d'une information. Revenons au Congo d'après alors. Le président de la République reste le premier bagarreur contre la lutte, disons contre la corruption, contre le détournement et contre le gabegie financier. Oui, dernière question pour terminer. À quand le Congo d'après? Le Congo d'après est déjà à l'œuvre. On travaille avec des actions, avec des initiatives, avec des activités que nous réalisons. Et ce Congo d'après aura un temps d'évaluation. Après avoir posé des jalons au regard des valeurs que nous voulons déposer dans la tête de Congolais, au travers des actions que chaque Congolais, après avoir compris la philosophie du Congo d'après, aura à poser pour le bien du Congo, nous allons faire un bilan. C'est à travers ce bilan-là que nous allons effectivement réaliser si nous avons réellement rompu avec le Congo d'avant pour accéder réellement vers le Congo d'après. Merci beaucoup, Maître Manix Iyenda. C'est à moi de vous dire merci. Je vous souhaite bonne chance avec le Congo d'après. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le Congo actuel, partout ailleurs. Au revoir et à bientôt. Au revoir.